Bonsoir, donc je vais d'abord vous exposer la nature de la puissance de ces géants du numérique, de ces entreprises qui dominent notre vie quotidienne maintenant, pourquoi elles sont devenues si puissantes et par quels procédés, et finalement je vais vous indiquer les limites de cette puissance. Périodiquement, l'arrivée de cette puissance qui correspond à un nouveau modèle économique, un nouveau régime économique. Ça a surpris tout le monde. Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais quand j'étais moi-même lycéen, on m'a expliqué qu'il y avait une révolution industrielle, qu'elle avait eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, et qu'elle était liée à l'arrivée de la machine à vapeur, de la métallurgie moderne, des machines de l'industrie textile. Alors, plus tard, enfin au XXe siècle, dans ma jeunesse, un historien des techniques, Bertrand Gilles, a expliqué qu'il y avait en fait eu 3 révolutions industrielles. Donc celle de la fin du XVIIIe, qui s'est surtout concrétisée dans le textile et la machine à vapeur, celle de la fin du XIXe siècle, avec l'électricité industrielle et le moteur à combustion interne, qui a donné lieu à la grande industrie, la tradition des grandes usines du XXe siècle. Et Bertrand Gilles, il avait beaucoup de mérite d'avoir compris ça si tôt, a identifié une 3e révolution industrielle, celle que nous vivons actuellement, qui a commencé au début des années 70, qui est la révolution industrielle informatique. Alors chacune de ces 3 révolutions industrielles a entraîné un bouleversement complet du fonctionnement des entreprises, de ce qu'on appelle la fonction de production. Et ce bouleversement a entraîné des bouleversements des institutions, de toutes les institutions, que ce soit les institutions éducatives, les institutions politiques ou les institutions juridiques. Par exemple, la première révolution industrielle a exigé que tout le monde sache lire et écrire, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc il y a eu le développement de l'industrie. Donc, dans cette 3e révolution industrielle, qui est celle que nous vivons actuellement, voilà une petite liste d'entreprises que tout le monde connaît et qui impressionnent énormément parce qu'elles sont impressionnantes. La façon dont des entreprises comme Google ou Amazon ont pris une emprise sur notre vie est effectivement impressionnante. Google est capable de détecter le déclenchement des épidémies de grippe avant l'Organisation mondiale de la santé. Google est aussi capable de savoir qu'une femme est enceinte avant qu'elle le sache elle-même. Ça fait un peu peur même. Je vais vous montrer quelques chiffres. Non, alors d'abord, un exemple, oui. Un exemple de bouleversement extrêmement rapide induit par la 3e révolution industrielle. Alors cette 3e révolution industrielle, elle est liée à l'informatique, elle est liée aux microprocesseurs. Actuellement, chacun et chacune d'entre vous a un ordinateur complet dans sa poche. Le téléphone que vous avez, sauf quelques rares exceptions de rebelles à la modernisation, c'est un ordinateur complet, qui a toutes les caractéristiques d'un ordinateur, qui est bien plus puissant que l'ordinateur sur lequel j'ai commencé ma carrière d'informaticien il y a une petite 50aine d'années. Par exemple, donc, ce que j'affiche en ce moment montre comment l'industrie des télécommunications a été entièrement bouleversée par cette révolution informatique. En l'an 2000, bon, c'est pas la préhistoire, l'an 2000, c'est quand même une date dont vous n'avez pas de souvenir vous-même, mais enfin vos parents en ont. Les leaders de l'industrie des télécommunications, c'était des entreprises européennes. Alcatel, Siemens. Alcatel, une entreprise française à l'époque, était le leader mondial. Siemens, Ericsson, Nokia étaient aussi des entreprises très importantes. Les entreprises américaines étaient un peu à la traîne. Et puis, les télécommunications, dans les années 2010, sont très brutalement, entièrement passées à l'Internet. C'est-à-dire que maintenant, toutes les communications téléphoniques dans un pays comme la France passent par Internet.
et utilise les procédés techniques de l'Internet. Ce qui a entraîné bien sûr un changement complet de la position des différentes entreprises, c'est-à-dire que les leaders européens se sont cassés la figure, si vous me passez cette expression. Des entreprises très importantes, je vois Nortel, quand j'étais à Dauphine, on avait un autocommunicateur Nortel. Nortel, c'était pas une PME, c'était une entreprise de 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Cette entreprise a disparu. Et c'est Cisco qui est devenu le leader de la téléphonie. Mais encore maintenant, Cisco est sur le déclin. Le leader mondial de la modernité téléphonique, c'est Huawei, le chinois Huawei. D'où le phénomène de guerre, il y a une véritable guerre économique déclenchée par les États-Unis pour essayer de freiner l'avance de Huawei. Donc vous voyez, on assiste en très peu d'années, on a eu en 10 ans l'extinction des géants européens de la télécommunication, et puis maintenant, 10 ans après, on a le recul des géants américains. Dans le domaine des téléphones portables, appareils avec lesquels vous êtes sans doute plus familier quotidiennement, jusqu'en 2007, Nokia était le leader incontesté, et le jour où Apple a lancé l'iPhone, Nokia a quasiment été éliminé du paysage. Des changements aussi brutaux ont fait une forte impression sur tout le monde, et donc on a été amené à donner une certaine puissance, plus sans doute qu'elles n'en ont, à ces entreprises qui sont les moteurs de cette révolution. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres, c'est surtout pour vous donner des ordres de grandeur. Dans la colonne de gauche, vous avez dans la partie haute du tableau les entreprises que vous connaissez tous, avec, alors j'ai mis les chiffres d'affaires en milliards de dollars en 2016 et en 2018, d'abord pour vous donner une idée des ordres de grandeur, et ensuite une idée de la rapidité de l'évolution. Par exemple, vous voyez qu'en 2 ans, des entreprises comme Netflix ou Facebook ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc, passer de 28 milliards de dollars de chiffre d'affaires à 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est quand même un phénomène économique spectaculaire. La partie basse du tableau, c'est des entreprises dont vous entendez sans doute moins parler, mais qui sont aussi très importantes. Alors, vous avez sans doute entendu parler de Samsung et de Huawei, parce qu'ils vendent des téléphones, et certains d'entre vous ont peut-être des téléphones de ces industriels. Enfin, c'est des objets du monde quotidien. Par contre, vous avez sans doute moins entendu parler d'Intel ou de Cisco, qui fabriquent des éléments plus techniques. Intel fabrique des microprocesseurs comme celui qui est dans cet ordinateur, sans doute. Cisco fabrique les postes d'aiguillage de l'Internet. Hein. C'est des objets qu'on appelle les routeurs, qui permettent aux communications à travers l'Internet d'atteindre leur destination quand vous allez consulter un site situé au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Il y a une collection de routeurs qui sont soit des routeurs Cisco, soit des routeurs Huawei pour la plupart. C'est des établissements qui jouent un rôle absolument capital, mais que vous ne voyez sans doute pas vous-même. Si vous choisissez ce métier-là, vous en verrez, mais c'est des matériels qui sont manipulés par des professionnels. Et puis, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de TSMC, mais il y a quand même 7 chances sur 10 que les puces qui sont dans votre téléphone soient sorties des usines TSMC. Notamment, le dernier modèle d'iPhone, Apple fait fabriquer ses processeurs par TSMC, qui est le plus grand qui produit la plus grande quantité mondiale de microprocesseurs. C'est une entreprise de Taïwan. Ils sont les seuls à fabriquer des microprocesseurs en géométrie 7 nanomètres. Alors le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Non, c'est 1 milliardième de millimètre, pardon. Donc c'est vraiment très petit. Donc TSMC est une entreprise à la pointe qui ne vend pas sous sa marque. Hein. Il fabrique pour d'autres. Il fabrique des processeurs pour Apple, pour d'autres entreprises. Il n'y a que 2 entreprises au monde qui savent... Enfin,
pour l'instant, TSMC est la seule entreprise au monde à savoir fabriquer des microprocesseurs aussi petits. Donc, c'est des processeurs avec des grilles de 7 nanomètres, et le microprocesseur, ceux qui ont eu le dernier iPhone ou qui vont l'avoir à Noël, c'est des microprocesseurs, il y a entre 2 et 3 milliards de transistors sur un petit morceau de silicium d'1 centimètre de côté. Et puis, je vous ai mis dans la colonne de droite pour que vous ayez des chiffres de comparaison. C'est le produit intérieur brut des principaux pays que j'ai relevé hier soir sur le... Enfin, c'est les données du FMI, je les ai relevées sur Wikipédia. Pour tout ce qui concerne les chiffres d'affaires, les produits intérieurs bruts, je regarde Wikipédia en anglais parce que Wikipédia en français... Enfin, les Anglais ont moins de problèmes avec l'argent que les Français, et donc leurs chiffres sont généralement plus à jour. Mais enfin, de toute façon, ces chiffres doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est des ordres de grandeur. Si on regarde la France, on voit que le PIB français en 2019 est estimé à 2700 milliards de dollars, à comparer par exemple aux chiffres d'affaires d'Apple pour 2018, 266 milliards. Donc on voit que le chiffre d'affaires d'Apple, c'est le 10e du PIB français. Ce qui effectivement donne l'idée que Apple, c'est comparable à un pays en quelque sorte. On a aussi les effectifs des entreprises. On voit que du point de vue de l'emploi, Amazon est quand même une entreprise qui emploie énormément de monde dans le monde entier, parce qu'évidemment, ils ont des entrepôts. Donc les entrepôts, il faut des êtres humains pour faire fonctionner les entrepôts. Soit dit en passant, tout le monde, on entend aussi le bruit que la révolution informatique va supprimer l'emploi, que 40% des emplois vont disparaître. Cette prophétie a été émise il y a un peu plus de 5 ans, donc on peut faire des statistiques depuis, on a fait des études. L'emploi ne disparaît pas du fait de l'informatique. C'est-à-dire, certains emplois vont moins se développer, mais d'autres emplois vont plus se développer, et pas seulement des emplois très qualifiés. Bon, les emplois d'informaticien, ça je peux vous dire, si vous choisissez de faire des études d'informatique et de faire un métier d'informaticien, ça je vous garantis que vous ne serez pas au chômage. Mais il y a aussi plein d'autres professions qui vont se développer. Donc voilà, ces chiffres sont là pour vous donner des ordres de grandeur. Retenez peut-être pour vous fixer les idées que le chiffre d'affaires d'Apple, c'est 1/10 du PIB français. Mais d'autre part, il faut voir que, Google, vous connaissez bien sûr tous son moteur de recherche. Mais il faut voir que Google est également l'auteur du système d'exploitation le plus utilisé dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? C'est le logiciel qui vous permet d'utiliser un ordinateur. Bon, à partir de maintenant, quand je dis ordinateur, ça comprend téléphone, c'est la même chose. C'est plus petit, il n'y a pas de souris, mais enfin, à part ça, ça fait les mêmes... ça remplit les mêmes fonctions, ça a les mêmes capacités. Tout ce qu'on fait sur un ordinateur, on doit pouvoir le faire sur un téléphone. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est parce que celui qui vous a vendu le téléphone vous en empêche. Mais autrement, vous pourriez le faire. Donc le système d'exploitation Android, qui est dans le téléphone de certains d'entre vous, est le système d'exploitation le plus répandu dans le monde. C'est-à-dire pendant longtemps c'était Windows NT ou Windows, les versions plus modernes comme Windows 10 qui est sans doute dans cet ordinateur, était jusqu'à il y a une dizaine d'années de loin le système d'exploitation le plus répandu. On pouvait le mesurer en faisant des statistiques sur les accès aux pages web. Quand vous visitez une page web, le propriétaire de la page web peut savoir quel système d'exploitation vous utilisez. Il y a 10 ans, c'était 95% de Windows. Maintenant, Windows, c'est à peu près 30%. Et puis, vous avez 80% pour Android et le reste pour iOS, le système de l'iPhone. Android équipe
85% des téléphones portables. Le reste, c'est iPhone. Il n'y a que ces deux-là. Et il va falloir se poser la question, c'est la question à laquelle je vais répondre ensuite, enfin essayer de répondre, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de variété dans le marché de l'automobile traditionnel? Même General Motors, à l'époque de sa splendeur, savait qu'à côté de General Motors, il y aurait toujours Ford, Chrysler, Volkswagen, Renault, Peugeot et Fiat. Et bien maintenant, ça n'est plus comme ça parce que justement, le système économique a changé. Bon, tout le monde connaît Amazon parce que tout le monde sait qu'on peut commander facilement des livres, des DVD et des choses comme ça sur Amazon, et puis même des tas d'autres choses, votre thé, des habits, que sais-je. Mais il faut savoir qu'Amazon a lancé une transformation très importante des façons de travailler en informatique des entreprises, qu'on appelle le cloud computing, l'informatique dans les nuages, qui consiste à stocker ces données dans des machines virtuelles qui sont, on ne sait pas très bien où, d'ailleurs ça pose un problème, on ne sait pas très bien dans quel pays sont vos données, donc à quelle législation elles sont soumises. Mais en tout cas, ça a bouleversé la façon de travailler des entreprises en informatique. Microsoft, qui a compris que son domaine de prédilection, qui était le système d'exploitation et le traitement de texte, Microsoft a compris qu'il fallait se relancer dans l'informatique en nuage, parce que rien n'est moins sûr que la pérennité des affaires avec le traitement de texte et le système d'exploitation. Le système d'exploitation, je vous l'ai dit, est concurrencé par Android. Ce qu'il faut savoir, c'est que Android, au départ, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire basé sur le noyau d'un système dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Linux, qui est un système d'exploitation gratuit que vous pouvez vous-même installer sur votre ordinateur. Et donc, le système Android est un logiciel libre. Alors, celui que vous avez fourni par votre fournisseur de téléphone est verrouillé, mais vous pouvez vous procurer un téléphone où vous pouvez installer sur votre téléphone une version d'Android parfaitement libre et gratuite, et pour laquelle vous serez débarrassé des applications Google qu'on ne peut pas retirer et qui sont gênantes plutôt qu'autre chose. De même, Huawei, alors vous connaissez Huawei parce qu'il fabrique des téléphones, sous Android d'ailleurs, mais Huawei est maintenant le leader mondial justement de ces routeurs qui sont les postes d'aiguillage de l'Internet, et surtout Huawei est l'entreprise de pointe dans la 5G. Alors vous savez que c'est les générations de télécommunications des téléphones portables. Alors il y a eu la 3G, actuellement la plupart des téléphones portables que vous avez sont en 4G, ça permet déjà d'avoir des communications extrêmement rapides. La 5G va permettre d'aller encore plus vite, mais enfin déjà la 4G va déjà vraiment très vite, donc est-ce que vous allez vraiment gagner grand chose avec la 5G? C'est pas certain. Par contre, la 5G est un modèle de réseau entièrement nouveau, et qui va surtout être utile pour l'Internet des objets, pour les objets connectés, parce que c'est la direction dans laquelle on va. Et soit dit en passant, que ça nous plaise ou non, mais les industriels sont tous partis là-dessus, et c'est une évolution qui semble à peu près inéluctable, hein. C'est-à-dire que bientôt, alors toutes les machines dans les usines, ça va sans dire, seront connectées en réseau. Les voitures, alors déjà, quand vous achetez une voiture aujourd'hui, enfin, peut-être n'avez-vous pas encore le permis de conduire, mais quand vous l'aurez, quand vous aurez un peu de sous pour acheter une voiture, sachez que la voiture que vous achèterez, à moins que ce soit un modèle de collection des années 50, ce sera une voiture qui aura à bord à peu près 200 ordinateurs. Et quand vous achetez une voiture aujourd'hui, 40% de la valeur ajoutée de la voiture, c'est l'informatique embarquée. Le tas de ferraille qui est autour, c'est juste pour décorer, hein. Et puis il y a des sièges pour s'asseoir quand même, enfin bon, c'est un peu accessoire, on va dire. Donc voilà,
Tout ça, c'était pour vous dire, donc, ces entreprises, vous avez les choses que vous voyez tous les jours et que vous connaissez, mais il faut savoir qu'il y a aussi derrière des choses que vous voyez moins, mais qui sont aussi très importantes, et notamment l'aspect éditeur de système d'exploitation de Google, est quelque chose, enfin Google, donc en quelques années, a complètement poussé Microsoft sur le côté, et donc Microsoft essaye de se réorienter dans d'autres domaines. Donc effectivement, on voit des entreprises très puissantes, des luttes extrêmement violentes pour l'hégémonie, et effectivement, on peut être impressionné et penser que tout ça, c'est aussi violent que ça l'est. On peut penser donc que les puissances de ces entreprises peuvent se comparer à celles des États. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à la question: comment se fait-il que chacune de ces entreprises soit unique dans son domaine? Ce qu'il faut voir, c'est que ces entreprises, alors on a souvent répandu la légende que c'était deux petits génies dans un garage qui, en 3 ou 4 jours, fabriquaient un truc génial qui marchait tout seul. C'est pas vrai du tout. Créer un système comme Android, si on comporte tout ce que Google a utilisé, qui existait déjà avant, c'est d'ailleurs le système Linux. Alors Google, pour faire Android, alors Google a racheté en 2005 une entreprise qui s'appelait Android, qui était une petite PME qui avait commencé à travailler sur un système d'exploitation pour téléphone basé sur Linux. Et puis en 2007, bon, l'iPhone d'Apple a été annoncé en janvier 2007, et donc Google s'est dit qu'il fallait riposter à ça, et donc Google a annoncé le système Android la même année pendant l'été, au début juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un système comme Android, qui semble sortir du néant comme ça, c'est 1000 à 2000 ingénieurs pendant 6 ou 7 ans. Donc l'ordre de grandeur de l'investissement pour produire Android, c'est de l'ordre du milliard de dollars ou du milliard d'euros, comme vous voulez. C'est pas un truc qu'on fait comme ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure, quand le gouvernement américain essaye d'interdire à Huawei d'utiliser Android pour ses téléphones, c'est très grave, parce que ça remet en cause des investissements considérables. Bon, Huawei a son propre système de remplacement, qui pourrait lui servir de base arrière pour se défendre contre l'embargo sur Android. Il travaille là-dessus depuis 2012, donc ça fait 7 ans, effectivement, donc je vous ai dit 1000 à 2000 ingénieurs pendant 7 ans, il devrait pouvoir y arriver. Bon, Huawei, je ne sais plus, je vous ai montré tout à l'heure, je crois que c'est à peu près, si je reviens en arrière, Huawei c'est 190 000 employés, donc là-dessus il y a pas mal d'ingénieurs, donc effectivement il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils puissent produire un système. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous lancez un logiciel comme ça, donc c'est un investissement considérable pour le produire, et quand vous le lancez, vous n'en avez encore vendu aucun, c'est-à-dire que vous avez dépensé 1 milliard de dollars et vous avez gagné 0. Donc le risque est énorme, il y a intérêt à ce que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, vous avez perdu 1 milliard de dollars, et personne ne peut se permettre de perdre 1 milliard de dollars comme ça. Donc, avec quoi est-ce que... Et vous ne payez rien pour Android. Bon, vous achetez un téléphone, Samsung ou Huawei ou que sais-je, on ne vous fait pas payer pour Android, mais sachez que le constructeur du téléphone, lui, a payé pour avoir le droit d'avoir les applications Google. Ce que je trouve d'ailleurs un peu bizarre. Moi, je me suis acheté un téléphone avec un Android débarrassé de Google et entièrement logiciel libre, parce que je trouve que les applications Google ne sont pas vraiment très utiles, mais ce n'est pas l'opinion générale. La plupart des utilisateurs de téléphones sont très contents d'avoir les applications Google. Et donc les fabricants de téléphones payent pour les avoir. Et puis Google,
gagne de l'argent avec la publicité. Je vous ai mis ici, en 2018, la publicité sur Android a rapporté à Google 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. Sur le chiffre d'affaires de Google, dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans les 136 milliards de dollars. Donc c'est une source de revenus absolument considérable. Mais vous n'avez rien payé. C'est-à-dire que pour Google, il y a eu un prix considérable pour fabriquer Android, mais il y a un coût nul pour vous avoir, vous, comme client. Parce que c'est vous qui faites la démarche, vous allez chez votre marchand de téléphone préféré, vous achetez le téléphone et Google, ça ne lui coûte rien. Il n'a même pas à faire de la publicité, c'est le marchand de téléphone qui fait la publicité. Donc ça veut dire que les rendements sont croissants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis cette chose sur le marché, Android, tout nouveau client est gratuit, ne coûte rien, tandis que le nouveau client d'un constructeur automobile, ben, ça coûte parce qu'il faut lui fabriquer sa voiture quand même. Il achète une voiture, il faut la fabriquer. Ça n'est pas, tandis que recopier un logiciel, c'est gratuit, ou presque. C'est même pas quelques centimes. Donc les rendements sont croissants. Ça veut dire quoi que les rendements sont croissants? Ça veut dire que dès qu'une entreprise a pris un peu d'avance sur les autres sont condamnés. C'est comme ça que Microsoft est devenu le leader du traitement de texte. Mettons, il y a une trentaine d'années, il y avait d'autres traitements de texte que Word. Bon, maintenant c'est terminé. Alors vous avez des traitements de texte libres, vous avez LibreOffice, vous avez OpenOffice, et d'autres. Vous avez Google Docs, qui est un concurrent, mais comme logiciel de traitement de texte payant, Word a éliminé tous les autres. Parce qu'à partir du moment où Microsoft a pris un peu l'avantage sur les autres, il a eu un tel avantage, un tel surplus de bénéfices, que les autres étaient forcément condamnés. Donc, on l'a très bien vu, un exemple spectaculaire, c'est l'élimination de Nokia, dont on a parlé tout à l'heure. Nokia, jusqu'en 2007, était de très loin le leader du téléphone portable. Dès le lancement de l'iPhone, suivi du lancement des systèmes Android, Nokia, qui a encore des téléphones Nokia? Bon, ça existe encore, je sais, mais c'est très très marginal. Je vous ai dit qu'il pouvait y en avoir qu'un. On voit que pour les téléphones, il y en a deux. Il y a les téléphones Android qui sont la grande masse, et puis les téléphones Apple. Alors les téléphones Apple, c'est comme un produit de luxe. En fait, c'est un produit de luxe. Ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher que les autres. Ils font rien de plus, ils n'ont rien de mieux. Mais c'est chic. C'est comme d'avoir un vêtement de chez Dior ou un bijou de chez Cartier, par exemple. Donc vous avez deux segments de marché, les gens qui veulent juste un téléphone pour se servir, pas pour téléphoner, plus personne ne téléphone. L'usage principal du téléphone, il y a longtemps que ça n'est plus le téléphone. Le téléphoner, ça arrive en 7e position dans les usages des téléphones actuels. Et puis il y a les gens qui veulent un iPhone parce que ça fait classe. Donc il y a deux créneaux de marché, mais il ne peut pas y en avoir énormément. Et c'est impossible de se lancer maintenant pour lancer un nouveau truc dans ce domaine. Ou alors il faudrait vraiment une rupture. Ce régime qui est celui de la nouvelle économie, de la 3e révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle la concurrence monopolistique. Sur chaque créneau du marché, vous avez une entreprise qui a un monopole et qui est indéracinable jusqu'à la au prochain bouleversement sur ce marché, comme ce qui est arrivé en 2007 avec l'iPhone. Donc c'est ce qui explique la puissance très grande de ces entreprises de l'Internet. Alors pour donner une idée, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les dîners en ville, quand je parlais de mon travail, on me disait oui, bon,
L'automobile, c'est pas très important. L'informatique, c'est pas très important. L'automobile, c'est bien plus gros. Le bâtiment, ça, c'est des trucs sérieux. Bon, je vous ai mis là, j'ai regardé, hein, le chiffre d'affaires mondial de l'industrie automobile, c'est dans les 2500 milliards de dollars. C'est en gros le PIB de la France, hein, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur. Hein. Eh bien, l'informatique et les télécoms, c'est 3500 milliards. C'est-à-dire que d'ores et déjà, et depuis quelques années, l'informatique, c'est bien plus important que l'industrie automobile, qui avait été pendant tout le temps de la seconde révolution industrielle. L'industrie automobile était l'industrie qui donnait le là de l'industrie mondiale. Sans oublier le fait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que quand vous achetez une automobile, 40% de sa valeur, c'est de l'informatique. J'ai pris l'exemple de Netflix pour expliquer, parce que Netflix, c'est une entreprise qui n'est pas encore, dont la position de monopole n'est pas encore complètement établie. Il pourrait y avoir des concurrents à Netflix qui apparaissent. Alors Netflix, ça s'est lancé, c'est comme Amazon, hein, vous savez, Amazon, ça s'est lancé, Jeff Bezos, il a lancé ça avec un copain, ils étaient tous les deux dans une chambre, et puis quand ils recevaient une commande de bouquins, ils faisaient eux-mêmes le paquet, ils allaient le porter à la poste du coin, ils ont commencé comme ça. Netflix, c'est pareil, c'était un vidéoclub, on va dire, au début. Et puis ensuite, ils sont devenus vidéoclub par correspondance, c'est-à-dire ils envoyaient des DVD par la poste. Les DVD, je sais pas, vous avez déjà vu des DVD? Oui, ça... oui, ça existe encore un peu. Hein. Et puis ils ont compris en 2007, alors c'est bizarre, hein, cette année 2007, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Ils ont compris que, ma foi, la livraison de films, ça allait beaucoup se faire par Internet. Donc ils se sont lancés dans la vidéo on demand. Alors ils ont commencé par créer leur propre centre de données, ce qu'on appelle un data center, c'est une immense pièce ou un ensemble de pièces remplies d'ordinateurs avec une grosse climatisation et bien reliées à l'internet. Donc ils ont commencé par créer leur propre data center. Bon, alors créer des data centers, ça demande des mètres carrés, des investissements, ça coûte cher, c'est très lourd à gérer, il faut des ingénieurs et des techniciens pour faire marcher tout ça. Donc ils ont dit que non, on arrête, et donc ils ont tout sous-traité à Amazon, hein, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était le leader mondial des data centers, du cloud computing et de ces choses-là. Donc ils ont stocké les choses chez Amazon, et puis ils ont vite vu que ça coûtait vraiment très cher chez Amazon, parce que leur business commençait à devenir de plus en plus encombrant, de plus en plus coûteux. De même pour les réseaux. Netflix veut diffuser ses films dans le monde entier. Donc tout ça, ça demande des capacités importantes. Alors j'ai pas prévu d'en parler beaucoup, mais ça mériterait un exposé à soi tout seul. L'Internet mondial repose sur des réseaux de fibres optiques transocéaniques. Les océans mondiaux sont traversés de fibres optiques qui transmettent les données. Bon, il faut savoir que poser une fibre optique transocéanique, les prix baissent. Alors il y en a aussi, il y a une fibre optique qui était, dont le maître d'ouvrage a été une entreprise française, qui part à côté de La Ciotat, entre La Ciotat et Cassis, pas loin de Marseille, et ça va jusqu'à Singapour, en passant par la mer Rouge. Bon, poser une fibre optique comme ça coûte entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Donc là aussi, c'est des investissements tout à fait considérables. Mais quand vous posez un faisceau de fibre optique, vous pouvez en louer. Un faisceau de fibre optique, il peut y avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de fibres optiques. Et donc, vous pouvez les louer à des gens qui ont envie de transmettre des données, comme Netflix, mais Google, Amazon ont leur propre réseau de fibres optiques. Alors Google et Amazon m'ont posé des fibres optiques au fond des océans, c'est quand même une technique un peu spéciale. Hein. Poser un câble à 8000 mètres de fond dans l'océan, il faut quand même un bateau équipé de façon spéciale. Et actuellement,
on ne sait pas encore faire sans alimentation électrique. Donc tous les 50 à 100 km, vous avez un répéteur électrique qui doit être alimenté. Donc ça veut dire qu'entre les deux rives de l'Atlantique, il y a une alimentation électrique avec quelque chose comme 5000 volts de différence de potentiel. Je vous signale qu'il y a quand même un type qui a eu le prix Nobel de physique il n'y a pas très longtemps, en inventant une technique qui d'ici quelques années permettrait peut-être d'avoir des répéteurs purement optiques, c'est-à-dire qui permettrait d'avoir des fibres optiques transocéaniques sans alimentation électrique, ce qui serait évidemment un progrès considérable. Bon, c'était un peu une digression. Google et Amazon ou Netflix ne s'amusent pas à avoir des bateaux poseurs de câbles sous-marins. Ils les louent à des gens dont c'est le métier de les poser. Netflix a été très soigneux dans l'organisation de son réseau. Il loue de la fibre optique à des opérateurs qui les ont posés. Et surtout, il propose aux fournisseurs d'accès à l'Internet, c'est-à-dire des gens comme Orange, Free ou Bouygues Télécom ou SFR, Numéricable, hein, il propose, mettez donc un serveur à nous dans vos installations. C'est gratuit, juste on vous amène le serveur, juste vous le mettez là. Et ça c'est très habile parce que donc c'est un intérêt pour le fournisseur d'accès, pour Free ou Bouygues Télécom par exemple, parce que comme ça ses clients vont être mieux desservis, vont avoir un accès plus rapide aux données de Netflix. Pour Netflix, c'est tout bénéfice parce qu'il n'a pas eu à mettre la main à la poche pour monter des centres de calcul. Et c'est pas mal aussi pour les gens qui veulent regarder leurs vidéos parce que ben voilà, c'est rapide et ça marche bien. Mais tout ça pour dire que Netflix, c'est pas juste des gens qui sont assis dans leur fauteuil et qui regardent le temps passer. Là aussi, c'est des centaines d'ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied et qui créent des logiciels, qui sont d'ailleurs des logiciels libres. Si vous voulez monter vous-même votre propre service de vidéo à la demande, la plupart des logiciels qui font marcher l'infrastructure Netflix sont libres, vous pouvez les télécharger et les utiliser. Ensuite, il vous restera à trouver des clients et vous vous apercevrez que ce n'est pas le plus facile forcément. Alors, on en arrive aux chiffres. Hein. Netflix, c'est quand même 15% du trafic Internet mondial. YouTube, 11,35%. Alors Netflix, c'est 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 5400 employés, 140 millions de clients. Bon, je vois des groupes français qui prétendent qu'ils vont faire la même chose. Je suis relativement sceptique. Ça repose sur des logiciels libres, et ça c'est très général. Toutes ces entreprises du web, personne ne s'amuse à acheter les logiciels très chers et très contraignants de Microsoft, d'Oracle ou compagnie. Que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Netflix, enfin tous ceux qu'on a nommés jusqu'ici, toute leur infrastructure repose sur des logiciels libres. C'est-à-dire des logiciels qu'ils ont éventuellement créés eux-mêmes et qu'ils mettent à la disposition du public. Et ça, je crois que c'est l'avenir. Enfin, en ce qui me concerne, je n'utilise plus que des logiciels libres, et j'en profite pour militer un petit peu. Je vous conseille d'en faire autant. Vous en serez ravis. Alors maintenant, je vous ai dit que Netflix n'était pas encore forcément établi dans cette position de monopole, parce qu'il y a des concurrents qui se précipitent. Alors j'en ai cité quelques-uns qui ne sont pas forcément des PME. Disney, Amazon, Google essayent de venir sur le terrain de Netflix. Et peut-être que Netflix va disparaître. C'est le moteur de recherche de Google. Moi j'ai connu l'époque avant le moteur de recherche de Google. Il y avait un autre moteur de recherche qui marchait très bien, c'était AltaVista, qui donnait d'excellents résultats. Et AltaVista, il y a eu quelques erreurs de gestion des gens qui avaient lancé AltaVista, qui était une entreprise qui s'appelait à l'époque Digital Equipment, qui a disparu. Finalement, dans le fait que Google ait supplanté AltaVista, il y a eu une part de chance. Hein. Et effectivement, dans cette économie de la troisième révolution industrielle, il y a une part
lutte avec un résultat incertain. Donc on ne sait pas encore, peut-être qu'Amazon Prime Video va supplanter Netflix. On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un des deux qui disparaîtra. Alors là, cette carte, c'est la carte des points d'implantation des data centers de Netflix. Alors, les points orange, ce sont leurs propres data centers, et les points verts, c'est les opérateurs indépendants qu'ils ont convaincus d'accepter leurs serveurs chez eux. Alors vous voyez que Netflix repose beaucoup, dans certaines régions du monde, même exclusivement, sur des serveurs qui ne sont pas chez eux, qui sont dans des locaux qui ne leur appartiennent pas. Et puis d'autres où ils sont plus présents eux-mêmes. Vous voyez aussi qu'il y a des territoires où ils sont absents. Alors si vous voulez lancer votre propre service de vidéo à la demande, vous pouvez essayer de vous installer dans ces régions. Donc je vous ai expliqué, je vous ai montré la puissance de ces entreprises en donnant des exemples de la taille de ces entreprises, de leur emprise sur le marché. Je vous ai expliqué pourquoi et comment elles étaient devenues si puissantes. C'est le facteur troisième révolution industrielle et phénomène de concurrence monopolistique, qui fait que dès lors qu'une entreprise a pris l'ascendant sur un marché, elle est en mesure d'éliminer tous les concurrents sur ce créneau-là, mais de les éliminer temporairement. C'est un monopole temporaire, comme le montre l'épisode Nokia-Apple, c'est-à-dire Nokia était en position de monopole pendant une dizaine d'années, enfin de domination monopolistique pendant une dizaine d'années, et du jour au lendemain, ils ont été déboulonnés. Alors maintenant, la troisième partie de mon exposé, c'est pourquoi ces entreprises géantes et très puissantes ne peuvent en aucun cas se comparer à la puissance des États. Eh bien d'abord, la première raison, c'est parce que leur puissance vient des États. Par exemple, dans tout ce qui est le développement de l'informatique, l'État américain a joué un rôle fondamental. Tous les développements extraordinaires qui ont amené cette révolution industrielle ont été faits à grand coût de financement public américain. La naissance de l'informatique, les premiers travaux qui ont mené à l'invention de l'ordinateur, c'était un contrat de l'Université de Pennsylvanie pour créer une machine capable de calculer les tables de tir de la marine américaine pendant la guerre du Pacifique. La marine américaine employait des milliers de personnes, essentiellement des femmes, parce que les hommes étaient mobilisés à la guerre et ont recruté des femmes pour faire des calculs à la main. Et les commandants de la marine américaine ont dit au gouvernement, même en recrutant des milliers de femmes, on n'arrivera jamais à faire des tables de tir suffisamment précises pour battre la marine japonaise dans le Pacifique. Donc il faut lancer un projet de calculateur pour calculer les tables de tir. Donc, en fait, le projet a pris du retard. Le calculateur en question, qui s'appelait l'ENIAC et qui n'était pas encore un ordinateur, n'a été disponible qu'après la fin de la guerre. Mais c'est de là qu'est partie la naissance de l'informatique. L'autre grand projet qui demandait énormément de calculs, c'était le projet Manhattan, c'est-à-dire le projet Manhattan, c'est la construction de la bombe atomique. Sous la direction d'Oppenheimer. La construction d'une bombe atomique demande des calculs de physiciens extrêmement importants. Ça a été le projet Manhattan, et pour là aussi, on a imaginé des moyens de calcul automatiques qui ont donné naissance à ce qui est devenu plus tard l'ordinateur. De même, la naissance de l'Internet, bon, l'Internet, c'est quand même là aussi une réalisation technique assez extraordinaire, hein, puisqu'on est parti d'un système qui était censé mettre en communication 200 ou 300 ordinateurs entre eux, et maintenant on a un système qui en met quelques milliards en communication entre eux, et il est prévu qu'on passe avec l'Internet des objets, ce sera en dizaines et en centaines de milliards, puisque
tous les objets de la vie courante, votre frigidaire, votre téléviseur est déjà entièrement un ordinateur, si c'est un modèle assez récent. Et enfin, moi je vois chaque fois que j'allume mon téléviseur, c'est pas très souvent, il m'explique qu'il est en train de télécharger la nouvelle version du logiciel, enfin voilà. Alors, l'industrie des semi-conducteurs, dont je vous ai un peu touché deux mots et qui elle aussi a donné des résultats extrêmement spectaculaires, ça a été beaucoup financé par les crédits militaires, d'une part de la guerre du Vietnam, d'autre part les choses pour la guerre froide, qui heureusement n'est jamais devenue chaude, mais qui aurait pu le devenir. Et alors notamment, il y a beaucoup de bruit actuellement autour de l'intelligence artificielle, la soi-disant intelligence artificielle, parce que c'est bien artificiel, mais appeler ça de l'intelligence est sûrement un peu abusif. Mais enfin, en tout cas, les militaires ont beaucoup payé pour ça, parce que, évidemment, l'idée d'avoir des missiles ou des avions sans pilote qui savent reconnaître automatiquement l'ami de l'ennemi et qui savent le bombarder comme il faut, tout ça, c'est très tentant pour des militaires. Bon, ça ne marche pas encore, mais... Donc, il y a eu des financements publics américains énormes. Surtout militaires, mais pas seulement. Il y a eu aussi des financements civils. Il y a eu aussi une très grande activité universitaire. Si vous regardez par exemple, si vous regardez une entreprise comme Google, elle est entièrement sortie de projets de recherche d'étudiants, en l'occurrence c'était Stanford, si ma mémoire est bonne. Facebook, c'est sorti de Harvard. Alors je vous signale, sur Facebook, il y a un film qui, d'un point de vue cinéphilique, n'est pas un très bon film, mais qui est un assez bon film historique, qui décrit assez fidèlement la série des événements qui ont mené à la création de Facebook. Et on voit bien, d'ailleurs, la personnalité de Zuckerberg, je crois qu'elle est assez fidèlement tracée. On voit bien comment il a arnaqué tous ses petits camarades. Si certains d'entre vous se dirigent vers des études de gestion, on voit bien les problèmes de dilution des actionnaires qu'on a envie d'éliminer et qui, dans les augmentations de capital, voient leur part diminuer. Et donc, si un jour vous prenez des actions dans une société en création, faites bien attention à ce que votre part augmente proportionnellement aux augmentations de capital, parce que sinon il va vous arriver ce qui est arrivé aux victimes de Zuckerberg qui se sont fait balayer. Enfin, finalement, ils ont fait des procès, ils ont eu des dédommagements. Bien, j'ai pris un exemple des luttes pour le pouvoir. C'est un exemple récent. Monsieur Trump prend soin de nous abreuver, de nous donner des histoires intéressantes à commenter. En août 2018, Monsieur le Président des États-Unis a donné un ordre exécutif qui interdit aux entreprises chinoises, essentiellement Huawei et ZTE, de déployer des réseaux 5G aux États-Unis. Donc, dans la foulée de cette interdiction, ça voulait dire que Huawei et ZTE deviennent déconseillés comme fournisseurs de téléphones. Alors ZTE, je ne crois pas qu'en France ils vendent des téléphones, mais Huawei ici. Il y a eu des pressions sur les alliés occidentaux. Alors les pays européens, comme toujours, s'aplatissent devant les Américains. On peut le déplorer, y compris quand ce n'est pas leur intérêt. Donc en Huawei, il est question de priver Huawei d'Android, ce qui, je vous ai dit tout à l'heure, serait extrêmement dommageable. Et alors ARM, oui, alors je vous ai dit que votre téléphone était sans doute équipé d'un microprocesseur fabriqué par TSMC, mais ce qu'il faut savoir, c'est que TSMC ne conçoit pas lui-même les microprocesseurs, que l'entreprise qui conçoit ces microprocesseurs, c'est une entreprise britannique qui s'appelle ARM et qui a été rachetée récemment par un fonds d'investissement japonais. Tout ça pour dire que tout ne se fait pas aux États-Unis. Donc la plupart, tous les téléphones portables, les processeurs ARM ont une grande qualité,
c'est qu'ils consomment à peu près 20 à 30 fois moins d'électricité que les processeurs Intel. Et actuellement, la consommation d'électricité est le problème principal des concepteurs de circuits électroniques. Donc, ARM a annoncé qu'il allait arrêter de collaborer avec Huawei. Enfin, bon, tout ça, ces négociations, tout ça, il y a du chantage, de la pression, de la négociation. Donc peut-être que Huawei aura quand même accès à Android et au processeur ARM, mais on ne sait pas vraiment. Bref, il y a une véritable guerre qui se déroule là-dedans. Quel était le motif de M. Trump pour lancer cette guerre? Eh bien, c'est que les Américains étaient très en retard dans le déploiement de la 5G, et la 5G, je vous l'ai dit, c'est devenu un enjeu très important. Donc la 5G, le leader, c'est Huawei. Ensuite, il y a quand même des Européens qui ne sont pas trop mal placés. Ericsson et Samsung ne sont pas trop mauvais sur le terrain de la 5G. Bon, un collègue m'a bien fait remarquer que Ericsson avait 15 000 chercheurs en Californie, que donc il n'était peut-être pas si européen que ça. Mais enfin bon, jusqu'à nouvel ordre, c'est quand même une entreprise européenne de l'Union européenne. Et puis les Américains, il n'y a personne sur le créneau de la 5G. Donc c'était peut-être ce qui a incité M. Trump à lancer cette offensive contre les Chinois. Et cette offensive pourrait peut-être avoir un effet de rebond sur les Européens. C'est l'interdiction de travailler à Huawei appliquée à des entreprises britanniques comme ARM, c'est un exemple d'application extraterritoriale du droit américain, dont ils jouent naturellement beaucoup dans leur guerre économique. Huawei pourra toujours résister grâce à la taille du marché chinois. Le marché chinois, il y a quand même 600 millions d'internautes et ça augmente tous les jours. Hein. Les principales victimes pourraient peut-être être les Européens. Huawei a déjà un OS de remplacement très bon, mais il ne suffit pas d'avoir un système d'exploitation très bon, il faut aussi convaincre les gens de l'utiliser. Et ça, c'est pas si évident. Le cimetière de l'informatique est plein d'excellents produits qui auraient été bien meilleurs que d'autres qui ont connu le succès, mais qui n'ont pas su trouver leurs clients. Notamment, on parlait d'Android, Nokia. J'ai moi-même utilisé à un moment donné un petit appareil Nokia qui avait un système comparable à Android, mais de bien meilleure qualité, bien plus ouvert, bien plus facile, qui aurait peut-être pu continuer à prolonger l'hégémonie de Nokia sur le marché du téléphone portable, mais Nokia a commis une erreur catastrophique à ce moment-là, c'est dans les années 2005-2006, c'est de recruter comme directeur général un type qui venait de chez Microsoft, qui lui-même a recruté comme directeur technique un de ses copains de Microsoft, et qui ont décidé à tous les deux que le futur système d'exploitation des téléphones Nokia, ce serait Windows Phone. Windows Phone, c'était un système d'exploitation pour téléphone lancé par Microsoft. Plus personne n'en a jamais entendu parler. Hein. Je vais peut-être vous épargner le retour sur la guerre économique nippo-américaine qui a eu lieu quand vos parents étaient encore à l'école primaire, mais ça a été un des épisodes assez sanglants. Alors, ce sur quoi je voulais revenir, c'est qu'on s'aperçoit quand on retrace l'histoire de ces événements, oui, dans la guerre, quand même deux mots, c'était une époque dans les années 80 où la montée de la puissance des industriels japonais semblait irréversible, c'est-à-dire les ordinateurs japonais étaient moins chers, plus rapides, de meilleure qualité, plus fiables, mieux fabriqués que les ordinateurs américains, et on se disait, voilà, ça y est, la grande puissance informatique, ça va être le Japon. Et tout semblait parti pour ça. Et la bataille décisive s'est livrée à New York dans les salons de l'hôtel Plaza, où il y a eu les accords du Plaza. C'était un accord sur les taux de change respectifs entre le dollar, le mark allemand
et le yen japonais, qui étaient les trois monnaies qui comptaient vraiment dans le monde économique à cette époque. Et c'est là que les Japonais ont été battus à plat de couture. On voit donc qu'une des armes les plus importantes des États-Unis, c'est leur monnaie. C'est la seule monnaie sérieuse dans le monde. La valeur d'une monnaie, c'est sa dette. Alors, bon, d'abord, une monnaie, c'est un acte souverain. Hein, les histoires de Bitcoin et tout ça, c'est bien rigolo, mais ça n'existe pas, c'est pas sérieux. Parce qu'il y a... Toute monnaie vaut la confiance qu'on peut faire à son émetteur. Comme le Bitcoin n'est émis par personne, eh bien, personne ne peut faire confiance au Bitcoin. Et la seule monnaie sérieuse, c'est le dollar, à cause de sa dette. Si vous avez des bons du Trésor américain, ça, vous pouvez faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à l'euro? Parce qu'il n'y a pas de dette de l'euro. On avait prévu, il y a eu un projet de bons du Trésor européen, mais ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas de dette de l'Europe. Il y a une dette française, une dette allemande, une dette italienne, mais il n'y a pas de dette européenne. Donc l'euro n'est pas une monnaie crédible. Quant à la monnaie chinoise, le yuan, bon, on sait très bien que la Chine n'est pas une vraie économie de marché et que le yuan n'est pas une monnaie fiable, parce que du jour au lendemain, le Parti communiste chinois peut décider de modifier le cours du yuan d'un simple décret et tout le monde s'aligne, même si ça réduit la moitié de la population à la misère. Donc la seule monnaie sérieuse, c'est le dollar, dont tout le monde achète de la dette en dollars. Donc c'est formidable. Les Américains peuvent faire de la dette tant qu'ils veulent, c'est les autres qui payent. Et personne ne peut s'attaquer au dollar. La Chine ne peut pas s'attaquer au dollar parce que c'est eux qui détiennent la plus grande quantité de bons du Trésor américain. Donc la première arme des États-Unis et partant des entreprises américaines, c'est le dollar. La puissance allemande, tout le monde a tendance à trouver que l'Allemagne a une économie forte. Mais c'est une économie du passé. C'est une économie basée sur la machine-outil, l'automobile, c'est fini ça. Et si vous regardez ce que fait l'Allemagne dans les semi-conducteurs et dans l'informatique, oui, il y a une entreprise de logiciels, SAP, qui est pas mal, mais c'est un peu léger, ça ne suffit pas. En France, on a Dassault Systèmes, c'est pas mal, on a ST Microelectronics, mais c'est des entreprises qui ne sont pas d'une... Dassault Systèmes est le leader mondial du logiciel de conception industrielle. Bon, c'est très important, mais c'est un marché de niche. Donc, la puissance des grandes entreprises que je vous ai citées tout à l'heure, et dont vous remarquerez qu'elles sont toutes américaines, c'est une puissance qui doit l'essentiel de sa force à la puissance de l'État américain. Il faut quand même dire qu'il y a quand même quelques points faibles. Le principal point faible, les prédécesseurs de M. Donald Trump ont mis 70 ans à édifier un système économique mondial entièrement tourné vers le profit des Américains. Et Donald Trump est en train d'essayer de détruire tout ça. Bon, comprenne qui voudra, parce que Trump, oui, il est un peu comme les Allemands, il voudrait restaurer la puissance de l'industrie américaine dans l'industrie du passé. L'automobile, les aciéries, l'aluminium, bon, tout ça c'est fini. Les puces, je vous parlais tout à l'heure des puces du dernier modèle d'iPhone. Bon, remarquons quand même que c'est fabriqué dans une usine à Taïwan par des machines néerlandaises, ASML, qui a les 2/3 du marché mondial. Alors, tout ça, c'est des tout petits marchés, hein. Enfin, des tout petits marchés, non, c'est des très gros marchés, mais avec très peu de parties prenantes. Les machines qui fabriquent les microprocesseurs, quand vous voulez fabriquer des microprocesseurs, il faut acheter des machines qui font ça. Bon, les machines qui font ça, les premiers prix, c'est 30 millions de dollars, hein. Et pour pouvoir monter une chaîne de production, il vous faut une trentaine de machines. Donc vous voyez, vous faites la multiplication, vous voyez que vous n'êtes pas loin du milliard. En plus, il faut des locaux sur pylônes antisismiques, etc. Mais on voit donc que la politique de M. Trump est beaucoup plus favorable aux entreprises américaines du passé qu'à celles de l'avenir. General Motors, c'est plus rien, General Motors. C'est 40 000 ouvriers, c'est rien. C'est une PME qui ne survit que par les subventions du gouvernement américain. Bien, quel est le risque pour l'Europe?
Regardons le passé. Au XVIIIe siècle, la Chine produisait 30% de la richesse mondiale et l'Inde 20%. Bon, ben, la puissance de ces pays ont été liquidés par la première révolution industrielle, par les interventions militaires françaises et britanniques aussi, il faut bien le dire. Je vous signale que le dernier bouquin de Thomas Piketty raconte des choses très intéressantes à ce sujet. Hein, pour les vacances de Noël, enfin, vous pouvez déjà le demander comme cadeau de Noël et vous le lire pendant les vacances. Ça raconte des choses très intéressantes sur ces phénomènes-là. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe est confrontée au même risque de décadence que l'ont été la Chine et l'Inde, qui au XIXe siècle ont été colonisés, écrasés, humiliés par les pays européens dans des conditions immondes. Je vous signale que c'est pas si fréquent. Il y a eu un très bon rapport du Sénat par Madame Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime. C'est intitulé, c'est le titre, ça. L'Union européenne va-t-elle devenir une colonie du monde numérique? Nous sommes vraiment menacés parce qu'on voit qu'on n'a rien dans ce domaine-là. L'Europe n'a rien. Et on ne voit rien venir. Voilà. Mais j'ai assez parlé comme ça, trop même sans doute. Donc je pense que le moment est venu de vous céder la parole pour des questions éventuelles.